Bien, bonsoir à tous. Merci d'être fidèles à ces rencontres. Et je remercie infiniment Monsieur Antoine Compagnon d'avoir accepté ce soir notre invitation. La ville d'Enghien est ravie de vous accueillir, Monsieur Compagnon, pour cet échange avec Simon Bentolila et toujours la présence d'Angela Assouline qui permet de programmer ces soirées. Donc, Monsieur Compagnon, vous êtes académicien, professeur émérite au Collège de France, spécialiste de Montaigne, Baudelaire et Proust. Vous êtes écrivain et critique littéraire. Vous avez notamment publié aux éditions Gallimard, pour n'en citer que quelques-uns, L'âge des lettres en 2015, Les chiffonniers de Paris en 2017, Proust du côté des Juifs en 2022, et aux éditions Équateur, La vie derrière soi en 2021, et également plusieurs volumes de la série Un été avec, dont Un été avec Montaigne. Ce soir, vous venez nous présenter La littérature, ça paye, paru il y a quelques mois aux éditions Équateur. Alors, que veut dire ce titre quelque peu, je dirais, combatif et provocateur ? Vous affrontez ici avec courage et creusez la question qui fâche, qu'apporte concrètement la littérature dans un monde où tout doit aller vite, tout doit être productif, que peuvent encore la lecture et l'écriture qui demandent du temps. C'est donc sur ce sujet que nous avons hâte de vous écouter, mais également sur votre dernier ouvrage qui vient tout juste de paraître, et nous avons de la chance, dans la collection La Nouvelle Revue Française aux éditions Gallimard, Déshonorer le contrat, Roland Barthes et la commande. Cet exemple de Roland Barthes ouvre justement la coulisse des joies et des contraintes de l'écriture et révèle, vous dites, l'essence même de la littérature dans ce qu'elle offre au lecteur. Donc je n'en dirai pas plus, je vous laisse tout de suite la parole. Il y a 2 livres à présenter, donc on s'est dit qu'on laisserait la parole à Monsieur Compagnon durant 1 heure et on fera seulement 3-4 questions maximum pour le retrouver ensuite, si vous le voulez bien, dans le hall pour la dédicace. Merci par avance, passez une bonne soirée et à tout à l'heure. Merci. Bonsoir à toutes et tous. Alors, Antoine Compagnon, je vais donc commencer par vous parler de la littérature, ça paye. Alors, pour commencer, qu'est-ce qui vous a poussé à vouloir parler des coûts et bénéfices de la littérature et du rapport du livre à l'argent ? Qu'est-ce qui m'a fait penser qu'il était important aujourd'hui de soutenir que la littérature, ça paye ? Tout simplement parce que on est dans un monde où on se soucie beaucoup de rentabilité, d'efficacité. Alors bien entendu, la littérature, d'une certaine manière, c'est gratuit, c'est pour rien, c'est la beauté, c'est l'esthétique. Et il faut bien que dans la vie, il y ait aussi un peu de gratuité. Mais mon point de vue dans ce livre, c'était que il est aujourd'hui important de tenir un discours qui insiste aussi sur le fait que la littérature, et en particulier la lecture, c'est rentable. Et je crois que c'est un discours qu'il faut tenir auprès notamment des jeunes gens et des jeunes filles, des adolescents, des adolescentes, de ceux qu'on appelle les jeunes adultes, c'est-à-dire des tranches d'âge qui ont souvent tendance à lire moins, à renoncer à la lecture. Alors, en vérité, ce titre, la littérature, ça paye, avec un point d'exclamation. C'est le titre que j'avais donné à une conférence de rentrée que j'avais donnée à HEC,
l'école des hautes études commerciales, il y a un certain nombre d'années, et il me semblait donc pertinent de dire à ces jeunes gens et à ces jeunes filles d'HEC qui se préparaient à devenir banquiers, chefs d'entreprise, commerciaux, administrateurs, que la lecture allait les enrichir, que la lecture était un facteur de réussite de la vie. La lecture permet de vivre mieux. Et régulièrement, j'avais fait cette conférence il y a une dizaine d'années, c'est une conférence de rentrée, leur premier jour à l'école, et régulièrement je tombe, on croise des gens, on retrouve des gens par hasard, je tombe sur quelqu'un qui a assisté à cette conférence, et ils me disent, ils s'en souviennent, le titre les a marqués, c'est inscrit dans leur cerveau, et voilà, donc j'ai conservé ce titre pour ce livre. Je ne vous dissimulerai pas que certains de mes confrères et consoeurs à l'Académie française ont trouvé que ce titre, c'était un peu vulgaire. La littérature, ça paye. Oh, bon. Mais certains ont dit, mais il n'y avait que vous qui pouviez vous permettre ce titre. Parce que, comme on sait que vous êtes quelqu'un d'assez ennuyeux, un universitaire sérieux, un peu qui passe son temps à travailler avec des manuscrits, vous êtes la seule personne qui pouviez choisir un titre tel que celui-là. Et donc la vulgarité est excusée. Alors oui, vous auriez pu choisir un titre comme Richard Millet, par exemple, que vous citez d'ailleurs, Essai sur la popularisation de la littérature. Alors lui, c'était un constat alarmant qu'il faisait il y a de nombreuses années. Alors, vous ne partagez pas son point de vue. Pour vous, la nation littéraire n'est pas morte. Alors voilà, c'est aussi parce que je voulais me distinguer et même m'opposer à une tendance que l'on rencontre beaucoup aujourd'hui en France, au pessimisme. Les Français sont pessimistes. On sait que chaque fois qu'on fait une enquête internationale, il se trouve on découvre que la France est le pays le plus malheureux au monde, ce qui est extravagant. Chaque fois qu'on fait un sondage sur les Français, j'en ai encore entendu un il y a quelques jours, où la France était quasi au dernier rang des pays les plus malheureux du monde. Bon, chaque fois que je reviens en France, ce n'est pas l'impression que j'ai. Donc, alors, parfois on dit, si les Français sont si pessimistes, c'est parce que ils ont un idéal beaucoup plus élevé que partout ailleurs dans le monde. Et donc, ils comparent leur situation à une sorte d'idéal inaccessible. C'est parce qu'ils sont beaucoup plus ambitieux qu'ils sont si pessimistes. Bon, je ne sais pas si c'est ça l'explication, mais vous le savez, il y a un discours défaitiste, décliniste, qui se répand beaucoup dans ce pays. Je ne le partage pas, ce discours. J'ai le souvenir de mon enfance, dans les années 1950, d'un pays gris, d'un pays pauvre, d'un pays triste. Et je ne peux pas dire que... Je ne suis pas du tout de ceux qui peuvent dire « c'était mieux avant ». Quand je me souviens de mon enfance dans les années 50. C'était pas mieux avant. Et en particulier, je n'ai pas une vision pessimiste de la littérature française, de l'état de la littérature française. Vous savez, on dit parfois, on entend souvent dire la littérature française, c'était mieux avant. Non, la littérature française n'a jamais été très bonne, j'ai envie de dire. Et puis finalement, c'est très rare un grand écrivain. On n'a pas un Proust tous les jours, on n'a pas un Gide tous les jours.
Maintenant que je suis à l'Académie française, on décerne beaucoup de prix. Donc à l'automne dernier, j'ai lu beaucoup de romans, puisqu'on décerne un Grand Prix du roman de l'Académie française. Je dois bien avouer que tous les livres que j'ai eus, je les ai presque tous lus jusqu'au bout, parce que ils ne me déplaisaient pas. Et au fond, c'était une honnête moyenne. Donc je ne suis pas pessimiste sur l'état de la littérature. Alors, vous l'avez entendu, je l'ai déjà dit, je suis un petit peu plus inquiet sur l'état de la lecture, puisque dans ce livre, il est surtout question de la lecture qui paye, la lecture de la littérature qui est payante. Et c'est vrai que quand on regarde les statistiques de la lecture aujourd'hui, il y avait une enquête du CNL l'année dernière sur la lecture des jeunes. Il est important donc de défendre la lecture aujourd'hui, alors qu'on est évidemment séduit par beaucoup d'autres activités, les images qui nous sont offertes de tous les côtés. Oui, je ne verse pas dans le pessimisme. Alors, pour revenir sur ce qui se rattache au titre, on va dire, et aux spécificités françaises aussi, il y a un tabou, quelque part, entre l'argent en France et parler d'argent dans le milieu littéraire. Est-ce que c'est toujours autant le cas qu'avant ou pas? Est-ce que c'est aussi un sujet tabou? Est-ce que l'argent dans la République des lettres? L'argent et la littérature. Ah oui, alors peut-être que là, on va me dire que je suis trop, immergé dans la culture américaine, c'est ça. J'ai passé beaucoup d'années de ma vie aux États-Unis, j'enseigne toujours aux États-Unis, je suis revenu de New York hier, et c'est vrai que dans la culture américaine est une culture où on n'a pas peur de parler de l'argent. On en parle même un peu trop, on en parle certainement un peu trop. Aujourd'hui, faut-il parler de l'état de la bourse? Nous nous soucions tous des hauts et surtout des bas ces jours-ci. Alors, est-ce un sujet tabou, la littérature et l'argent? Est-ce que l'art, c'est la négation de l'argent? Non. Il est évident que pour les arts plastiques, on ne craint pas de parler de l'art et de l'argent. Les rapports sont assez clairs. Hier, je suis arrivé de New York, et hier après-midi, je suis allé voir la foire Art Paris, je crois que ça s'appelle comme ça, pour revoir le Grand Palais, si beau sous le soleil, et va succéder à Art Paris le week-end dernier, le week-end prochain, je ne sais plus comment ça s'appelle maintenant, le Salon du Livre ou la Foire du Livre, je ne sais plus quel est le nom actuel, mais il y aura la Foire du Livre au Grand Palais vendredi, samedi, dimanche prochain, où certains d'entre vous se rendront peut-être, qui est d'une certaine manière un grand marché du livre. Un grand marché du livre et qui est ouvert pendant... C'est une grande librairie qui est ouverte pendant 3 jours sous le Grand Palais. La littérature et l'argent. Alors, en effet, je rappelle dans ce livre que, du point de vue des auteurs, on peut dire qu'en général, la littérature ne paye pas beaucoup. Il y a des statistiques qui montrent que les droits d'auteur en France, rares sont les droits d'auteur qui s'élèvent au menton, à la hauteur du SMIC. En France, aujourd'hui, peu d'auteurs ont au-delà du SMIC, mais quelques-uns, évidemment, font beaucoup d'argent. En revanche, de manière posthume, il y a beaucoup d'écrivains qui ont tiré le diable par la queue durant leur vie, et puis qui deviennent des best-sellers à la génération ou au siècle suivant. Je prends l'exemple de Baudelaire, qui n'avait jamais d'argent de son vivant, et aujourd'hui, les Fleurs du Mal se vendent très bien. Mais il avait déjà conscience que la poésie,
était quelque chose de rentable, mais avec Oui. du temps. Quoi. Baudelaire dit que la poésie est un investissement très rentable, mais à condition d'attendre longtemps. Hein. Il faut attendre longtemps. En revanche, il me semble que pour le lecteur, c'est un investissement, la lecture est un investissement beaucoup plus sûr que pour les auteurs. Et donc je distingue ces deux aspects. Il me semble que pour les lecteurs, la littérature paye toujours. Mais alors, parlons de lecture. Alors, vous venez aussi vous la comparez à la coiffure également dans un de vos chapitres. Vous pouvez revenir un petit peu alors, dans je deux compare chapitres d'ailleurs. La lecture à la coiffure. Alors pourquoi ? Parce que je m'intéresse au fait, pourquoi la lecture au fond ? Au fond. Pourquoi la lecture est-elle fragile aujourd'hui ? Pourquoi la lecture est-elle une activité vulnérable dans notre monde actuel ? Je dirais tout simplement parce que la lecture est lente. La lecture fait partie des rares activités pour lesquelles il n'y a pas eu de progrès depuis l'Antiquité. Et je crois qu'il faut vraiment partir de cela. C'est un économiste américain à qui j'emprunte cette idée. Et il s'intéressait, lui, à la musique. Et il se demandait pourquoi. Bon, c'était une étude qu'il faisait pour la ville de New York. La ville de New York s'inquiétait du fait que son budget de la culture était en hausse croissante, à peu près irrémédiable. La culture coûte de plus en plus cher. Et pourquoi est-ce que la culture coûte de plus en plus cher ? Parce que la culture est l'un de ces domaines de l'activité humaine dans lesquels il n'y a pas de progrès technique. Il n'y a donc pas de gain de productivité. Et il disait, Baumol, pour produire aujourd'hui une symphonie de Beethoven, il faut autant de temps que du temps de Beethoven. Et pourtant, les musiciens, l'orchestre, on ne peut pas leur payer des salaires du temps de Beethoven. On est obligé de les payer, en gros, comme les autres aujourd'hui. Et c'est pourquoi la culture coûte de plus en plus cher, je dirais comme toutes les activités où la matière principale, c'est le travail humain. Et c'est pour ça que je le compare à la coiffure. Tous les gens, vous allez chez le coiffeur, vous payez plus cher, un peu plus cher, ça suit ce qu'on appelle le coût de la vie, mais c'est parce qu'il n'y a aucun progrès technique dans la coiffure, où ça remonte très loin, le progrès technique. Je parlais des années 50, quand j'allais chez le coiffeur, la première fois que je suis allé chez le coiffeur, j'avais l'âge de 4 ou 5 ans, je sens encore les cheveux qui m'étaient arrachés dans la nuque par la tondeuse mécanique. Puis il y a eu la tondeuse électrique. Depuis les années 50, pour la coiffure pour hommes, il n'y a pas eu de progrès. Or, nous sommes dans le monde du numérique. Un bon demi-siècle sans aucun progrès technique, ça veut dire que c'est un secteur qui est d'une certaine manière fragilisé. Alors les coiffeurs, il y en aura toujours, mais des écrivains, y en aura-t-il toujours dans un domaine où il n'y a pas de progrès technique? Je crois que c'est vraiment de cela qu'il faut partir. Je rappelle aussi que, au fond, l'enseignement, c'est la même chose. C'est un domaine où il y a très peu de progrès technique. Pour apprendre à lire à un enfant, pour apprendre à compter à un enfant, cela prend autant de temps aujourd'hui que chez les Grecs ou au Moyen-Âge. L'enseignement connaît très peu de progrès techniques. Nous sommes entrés dans le monde numérique depuis maintenant une bonne 50aine d'années.
le monde numérique n'a pas encore, peut-être qu'il le fera un jour, mais n'a pas provoqué de gain de productivité ni à l'école primaire, ni à l'école secondaire, ni à l'université. Donc, l'école coûte toujours plus cher, comme la culture. Et donc, c'est ce qui rend tout cela fragile. Et je dirais même que écrire un roman aujourd'hui, ça prend autant de temps que lorsque Flaubert s'escrimait à écrire Madame Bovary. Flaubert était un de ceux qui passait le plus de temps à écrire une page, ou Proust. Voilà, ce sont des domaines où il n'y a pas de progrès technique. Et la lecture, c'est la même chose. Lorsque je lis Madame Bovary, je ne peux pas aller plus vite qu'en 1857, quand Madame Bovary a été publiée. Or, pour toutes les autres activités, ça va plus vite. Il y a des croissances de la rentabilité, des croissances de la productivité. C'est la croissance de la productivité qui donne lieu à une richesse nationale. Et s'il n'y a pas de croissance de la productivité, c'est une activité qui risque d'être marginalisée. Voilà ce qu'il en est. Alors voilà pourquoi je compare la culture et la coiffure, parce que la coiffure est bien une activité tout à fait caractéristique de l'absence de progrès. Alors, il y a un autre aspect qui traverse cette question, de cette comparaison de la littérature et de la coiffure, c'est votre coiffeur qui vous suspectait de dilettantisme, on peut dire, et vous illustrez dans ce livre le fait que le travail littéraire n'est pas considéré par certains comme du travail à part entière. Voilà. Oui, je rapporte une conversation avec mon propre coiffeur. Évidemment, mon propre coiffeur, il ne comprend pas très bien mon activité. Lorsque je lui dis, je suis beaucoup de gens qui ne sont pas dans mon activité, qui était celle de l'enseignement, de l'écriture de livres, voient pas très bien la différence entre le loisir et le travail. Je viens d'employer le mot loisir. Petite parenthèse sur le mot loisir. Le mot loisir, il traduit le mot latin lotium. Lotium qu'est-ce que c'était lotium en latin? C'était l'étude. L'étude. Le mot grec, quotium latin traduit, c'est le mot scolé, qui donne scola en latin et l'école. N'oublions pas que pour les Grecs et les Latins, le loisir, c'était l'étude. Nous avons séparé le loisir et l'activité. Qu'est-ce que c'est que la négation de l'otium? C'est ce qu'on appelle le négocium, le négoce, les affaires, l'activité. Donc, voilà, je crois que ceux qui, sont occupés par toutes les activités, ceux qui sont dans les affaires, comme si je parlais aux élèves d'HEC, ne voient pas très bien ce que c'est que le travail de l'intelligence, le travail intellectuel, le travail spirituel, si l'on veut, et ont tendance à l'assimiler au loisir, au sens d'oisiveté, et non pas d'étude, et non pas donc de travail. Et au fond, c'est le sens de cette conversation que je rapporte avec mon coiffeur, qui revient de vacances, et je lui dis, moi je ne prends jamais de vacances. Je travaille toujours. Un professeur, un intellectuel, un écrivain, c'est quelqu'un qui travaille toujours.
Alors, aujourd'hui même, il faut tout de même tenir compte, j'ai dit il n'y a pas de progrès technique. Il y en a tout de même un petit peu. Parce qu'aujourd'hui, je peux travailler, comme on dit, 24/7, 24 heures sur 24 et 7 heures par jour, puisque je suis toujours branché à toutes les bibliothèques du monde, par Internet. Alors certains disent, oui, là, il y a eu un gain de productivité, un grand progrès, puisque vous pouvez consulter, travailler dans toutes les bibliothèques du monde 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Moi, je réponds, c'est finalement un progrès infime, parce que j'ai toujours pu lire des livres, des vieux livres sur papier, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Les intellectuels, les écrivains, les lecteurs ont toujours pu étudier et lire, toujours. Alors, il y a une autre question aussi qui traverse, c'est le mot d'ailleurs, la littérature est-elle à traverser la rue, à affronter la vie, et vous prenez l'exemple, contre-exemple du film Entre les murs aussi. Alors là, vous parlez également de concept, vous parliez de latin, de suffisante lettrure, c'est ça? Alors vous pouvez revenir un peu sur cet aspect de l'ouvrage de suffisant lettré, c'est ça? Oui, alors je parlais de ce film Entre les murs, qui a eu un prix à Cannes il y a un certain nombre d'années, et j'avais été frappé quand j'avais vu ce film parce que à la fin de l'année scolaire, le professeur demandait à ses élèves, c'était une classe de 3e, si mes souvenirs sont bons, ce que chacune des matières enseignées au cours de l'année leur avait apporté. Que leur resterait-il de leur enseignement dans cette matière? Et ils étaient capables de dire ce que le cours de mathématiques, le cours d'histoire, le cours d'EPS, le cours de... tous les cours leur avaient donné, sauf le cours de français. Le cours de français était celui dont ils étaient incapables de dire ce qu'ils allaient en retirer pour la suite. Et cela m'avait frappé, et c'est aussi l'une des raisons pour laquelle j'ai voulu écrire ce livre, pour essayer de dire ce que l'enseignement des lettres et la lecture peuvent apporter dans la vie. Et j'essaye de dire, c'est ce que j'appelle cette lettrure, en reprenant un mot de l'ancien français. Cette lettrure, c'est cette capacité, cette compétence particulière que donne la fréquentation des livres et qui permet de toujours avoir une certaine distance, une certaine hauteur de vue par rapport à ce qui advient, ce qui vous advient. Il me semble que celles qui sont des lecteurs bénéficient d'un grand avantage que je n'hésite pas à appeler d'ailleurs un avantage compétitif, en faisant allusion d'ailleurs à Proust. Un avantage qui est celui que donne une expérience plus enrichie, j'ai envie de dire, qui permet de rebondir, qui permet de se débrouiller, qui permet de se tirer d'affaire, qui permet de profiter des occasions, qui permet de se tirer des mauvais coups. Qui est un marqueur social aussi. Alors voilà, certains disent que cette lettrure, c'est une affaire d'héritier. Mm-hmm. Alors, voilà. C'est Proust, il y a un passage dans Sodome et Gomorrhe où Proust dit les gens occupés. Les gens occupés, c'est les gens qui n'ont pas le temps de lire. Pas le temps de lire. Les gens occupés disent ah, vous avez de la chance
d'avoir le temps de lire. Et Proust ajoute, mais ils ne se rendent pas compte que dans leur propre activité, dans leur propre profession, ceux dont ils disent « Ah, ils ont bien réussi », c'est parce qu'ils sont plus lettrés. Ah, ils sont très lettrés. Donc, Proust constate que, disons que parmi les médecins, parmi les ingénieurs, parmi les avocats, parmi les administrateurs, eh bien, ceux qui vont plus loin, ce sont ceux qui sont aussi des lecteurs. Alors, comme aujourd'hui, il y a un certain procès qui est fait à la culture, qui serait toujours une culture d'héritier. Il me semble qu'il faut répondre à ce grief et maintenir que cette culture, disons, Proust emploie le mot, cette distinction par la culture, c'est quelque chose qui peut être acquis. Qui peut être acquis non seulement par l'école, mais aussi par l'effort personnel, par la lecture, quelle qu'elle soit. Ça ne vient pas tout de la famille. Voilà ce que je voudrais maintenir. Oui. Alors, pour rebondir également sur certains écrivains qui sont transfuges de classe, comme vous parlez, et qui en viennent à, par exemple, peut-être pas un dénigrement, mais pas loin de ce qui les a fait évoluer socialement. Je pense à Annie Ernaux, par exemple, vous en parlez, et vous l'avez défendue pourtant quand elle a été nobelisée. Vous pouvez revenir un petit peu sur ce... Voilà, elle parle de venger sa race. Oui. Alors, Annie Ernaux est un écrivain que j'aime beaucoup. Oui, vous avez raison de rappeler que j'ai écrit pour la défendre au moment où elle a eu le prix Nobel et que certains attaquaient. Je l'ai invitée plusieurs fois au Collège de France. J'avais beaucoup aimé ses premiers livres. Mais je réprouve cette façon qu'elle peut avoir, je dirais, de décourager les jeunes gens. Et c'est quelque chose, c'est un travers que l'on trouve beaucoup chez ceux que vous avez appelés, qu'on appelle aujourd'hui les transclasses ou les transfuges de classe, qui, à la suite notamment de Pierre Bourdieu, disent d'une part que disons, leur succès est quasi miraculeux, extrêmement rare, ceux qui bénéficient de ce qu'on appelait l'ascenseur social, extrêmement rare. Ils disent ça. Et une deuxième chose, ils disent « et cela les a rendus malheureux ». Donc, je considère que c'est un message qui est assez décourageant à formuler, à exprimer auprès, mettons, des élèves des collèges, dire vous n'avez quasi aucune chance de réussir, et en plus, vous souffrirez si vous réussissez. Alors, voilà pourquoi disons que j'aime beaucoup Annie Ernaux, mais je me sépare d'elle sur ce point. Je préfère lancer un message plus positif, qui est de dire que, bon, je crois que l'ascenseur social n'a jamais été très grand. Ça revient à ce que je disais tout à l'heure, je ne pense pas que c'était beaucoup mieux avant. Je ne pense pas que l'ascenseur social ait jamais été extrêmement grand. Et d'autre part, il me semble que jusqu'à une période récente, on insistait moins sur le malheur qui allait avec la promotion sociale et qu'il faudrait plutôt insister sur
les plaisirs que donne cette promotion sociale et la joie et la jubilation qu'elles peuvent provoquer. Voilà, donc il me semble qu'on peut défendre ce que j'appelle la lettrure, c'est-à-dire une certaine culture littéraire, en insistant sur le fait qu'elle n'est pas nécessairement liée à l'héritage et à la famille, et deuxièmement, insister sur le fait que l'ascenseur social n'est pas plus étroit aujourd'hui qu'auparavant, et qu'il ne rend pas nécessairement malheureux. Alors, vous parlez aussi d'une autre transition qui est la vôtre des études scientifiques à votre carrière littéraire. Vous en parlez dans votre livre. Donc, vous étiez devant des lycéens qui ne comprenaient pas tellement ce choix. Qui ne comprenaient pas. Vous en avez parlé devant des lycéens qui ne comprenaient pas votre choix. Ah oui, je raconte ça puisque moi j'ai eu une formation scientifique, hein, et puis ensuite j'ai bifurqué vers les lettres. Et en effet, je raconte, c'était l'an dernier, au moment où j'écrivais ce livre, il y a à peu près 1 an. Ça se passait je crois que je ne le dis pas dans le livre, mais la scène se passait au lycée français de Vilnius, je le dis? Non, je ne sais plus si je le dis. Mais c'était au lycée français de Vilnius et je parlais aux élèves qui étaient en terminale et qui étaient en train de remplir leur demande de ce qui s'appelle Parcoursup, hein, qui se préparaient à leur carrière. Et ils ne comprenaient pas très bien. On leur avait dit que j'avais été ancien élève de Polytechnique, que j'avais été ingénieur des ponts et chaussées, puis que j'étais passé aux lettres, et ils ne comprenaient pas très bien cela. Ils ne comprenaient pas très bien ce passage, puisqu'au fond, il leur semblait que, ayant fait ses études scientifiques, étant devenu ingénieur, j'étais casé, quoi. J'étais casé, et que, au fond, certainement, en renonçant à cela, j'ai pris des risques, oui. J'ai pris des risques. Ils ne comprenaient pas. Sans doute, ils ne comprenaient pas. Or, la question ne m'avait jamais traversé l'esprit, jusqu'au jour où ils me l'ont posée. Et c'est vrai qu'elle m'a un peu troublé, parce que je m'étais jamais posé cette question. Même votre père, vous dites, ne vous avait pas posé vraiment cette question? Personne ne me l'a jamais posée. Mais je lui ajouterai quelque chose, parce que ça m'a fait comprendre quelque chose que je n'avais jamais compris. Et grâce à cette question, ça m'a fait comprendre pourquoi j'ai voulu être élu à l'Académie française. Probablement pour dire que je n'avais pas renoncé à quelque chose pour rien. Pour rien. Vous voyez, on retrouve le pour rien. Pour rien. Fait, aller passer de ce que j'avais fait à prendre le risque d'aller dans les lettres, c'était de l'ordre du pour rien, justement. Du pour rien. Donc il fallait le rattraper. Je l'ai rattrapé en étant élu à l'Académie française 40 ans plus tard. Voilà. Pour rien, là, c'est un terme que vous employez donc dans Barthes et la commande. Également, c'est un terme employé par Barthes pour parler de certains de ses textes. Alors, rappelez de quoi il s'agit. Donc, il raconte qu'il n'avait écrit qu'un seul texte pour rien. Voilà, alors là, on passe à l'autre livre. Oui. On passe à l'autre livre qui vient de sortir, qui s'appelle donc « Déshonorer le contrat », Roland Barthes et la commande. Alors, c'est un livre sur ce que c'est qu'écrire sur commande. Et parce que Barthes est un bon exemple pour étudier ce rapport à l'écriture. C'est de nouveau l'écriture et l'argent, hein. Par un autre biais, c'est l'écriture et l'argent. Barthes disait qu'il avait écrit un seul texte pour rien. Et il mettait pour rien entre guillemets, pour bien signifier que c'était une expression importante.
Alors, pour rien, ça veut dire à la fois sans rémunération, et ça veut dire aussi dans une sorte de gratuité. Et il dit, c'est mon premier texte, premier article qui n'a pas été publié. Et il dit, à la suite, tout ce que j'ai fait, ça a été fait soit sur demande, soit sur commande. Sur demande, ça veut dire en me laissant le choix du sujet. Sur commande, ça veut dire on me commande un texte sur tel sujet bien précis. Et je crois que ça a compté énormément dans sa vie, dans sa carrière, cette idée de la demande et de la commande, parce que ce que j'essaye de montrer, c'est que quand on vous commande un texte, ça c'est ma propre expérience. Moi, j'ai très peu travaillé sur commande, parce que quand on me commande un texte, aussitôt j'ai plus envie de le faire. Hein. C'est comme des enfants à qui on donne une commande, un ordre. Dès qu'on vous dit « fais ceci », ben, justement, on n'a plus envie de le faire. Alors, moi, il m'est arrivé très rarement de signer des contrats pour faire quelque chose, parce que dès que je signe un contrat, j'ai envie de le déchirer, hein, de le déshonorer. De le déshonorer, selon le titre. Alors, le seul moyen, justement, c'est de le déshonorer. Et je crois que c'était la tactique de Roland Barthes, c'est-à-dire qu'il signait des contrats, puis aussitôt qu'il avait signé un contrat pour écrire un livre ou un article, ben, il n'avait plus envie de le faire. Plus du tout envie, ça devenait un pince-homme. Et le seul moyen de retrouver le désir de le faire, c'était en déjouant le contrat, en pervertissant le contrat. Et je donne un certain nombre de ces livres. Bon, on pensait peut-être à son dernier livre, qui est assez célèbre, qui s'appelle « La chambre claire ». C'est un livre qui lui avait été commandé par les cahiers du cinéma. Or, que fait-il? On lui commande un livre sur le cinéma. Il fait un livre où, à la première page, il dit « Je n'aime pas le cinéma ». Et il fait un livre sur la photographie. Et un livre sur la photographie où il dit « Je n'aime pas la photographie ». Il fait un livre non pas sur la photographie d'art, mais il commence le livre sur la photographie de reportage. Et puis, après une première moitié, il fait une photographie, un livre qui est un livre sur sa mère, en retrouvant une photographie de sa mère. Et la photographie de sa mère, il ne nous la montre pas. Donc, si vous voulez que c'est un livre qui est doublement ou triplement ou quadruplement pervers. Hein. C'est pas un livre sur le cinéma, c'est pas un livre sur la photographie d'art, c'est un livre sur une photographie de famille, c'est une photographie de famille que nous ne voyons pas. Et le résultat, c'est que c'est un très beau livre. Un livre très émouvant, très réussi. Vous voyez que pour le réussir, il faut vraiment casser le contrat. Et vous voyez, on pourrait dire que finalement, ça rejoint le pour rien. Il faut que finalement ce soit pour rien, puisque on a réussi à casser le cadre dans lequel le livre devait s'inscrire. Parce que finalement, c'est ça. L'écriture, la littérature, c'est toujours pour rien. Quand vous ouvrez un livre, que vous découvrez un livre, ben, c'est un geste gratuit, gracieux. Vous l'ouvrez, vous ne savez pas dans quoi vous allez tomber. Ben, j'espère que vous ne savez pas. Ce qu'il y a de plus beau dans la lecture et dans la littérature, c'est ouvrir un livre dont on ne sait rien, dont le nom de l'auteur ne nous dit rien. Les livres
ne devraient pas porter de nom d'auteur. Hein. On devrait les découvrir comme des mondes inconnus. Hein. La chose la plus belle, c'est ça. On découvre les premières lignes, les premières pages, on ne sait pas où on est perdu. Hein. Ce qu'il y a de plus beau dans la lecture, j'aime le dire, c'est ce sentiment d'égarement que nous avons dans les premières pages d'un livre. Et ce sentiment d'égarement qui peu à peu cède la place à plus de familiarité. On se reconnaît, on devient l'intime du livre, on se sent chez soi, en sympathie. Mais n'oublions pas, j'insiste sur le fait que la littérature, ça peut payer. C'est sur un fond de pour rien et de gratuité. Le geste de lire, et je dirais le geste d'écrire aussi, c'est un geste qui est fondamentalement gratuit. Et je dis la lecture, ça paye, mais justement, on ne sait jamais quand ça payera. Moi je dis, ça payera un jour. Il y a, en fait, je suis très pascalien de ce point de vue. Hein. Je fais confiance à la grâce. C'est un pari, mais c'est un pari qui est toujours gagnant. Il y a toujours un jour où ce que vous avez lu s'avérera opportun et vous récupérerez votre mise. Hein, vous récupérez votre mise. C'est ça la vie. C'est ça la vie. On ne sait pas quand ça rapportera. Hein, c'est pour ça que je dis, quand quelqu'un vous fait un mauvais coup, il y aura toujours une occasion, un jour, où vous pourrez vous venger. Mais ce jour-là, vous ne le ferez pas parce que vous n'en aurez plus envie. Il suffit que l'occasion se présente pour que ça vous donne un peu de joie. Et bien c'est ça que permet la lecture. Elle permet de s'orienter dans la vie privée, dans la vie professionnelle, de savoir percevoir les occasions. C'est ça, percevoir les occasions. Alors il y a un autre aspect aussi, c'est que dont vous parlez, c'était son rapport au club de lecture, donc qui ont été importés des book clubs, oui. Donc où il travaillait. Alors qu'est-ce que ça dit, son travail dans les book clubs, de son rapport à la commande? Ah oui. Dans le club français des livres, vous parlez aussi de Camus qu'il a pu. Je parle des rapports de Barthes. Alors ça, c'est une époque du livre. Bon, s'il y a je vous vois pas parce que vous êtes dans le noir. Je ne sais pas si vous êtes jeune, si vous êtes âgé, je ne sais pas. Je ne sais pas quel est le public qui est là, mais sauf les 3 personnes que je vois au premier rang, mais sinon je ne vous vois pas. Mais je rappelle que Roland Barthes a commencé sa carrière d'écrivain dans l'après-guerre et dans les années 50, et que c'était la grande époque en France de ce qu'on appelait les book clubs. Qui était une formule des livres qu'on achetait par abonnement. C'était emprunté des États-Unis et de Suisse, où il y avait déjà la guilde du livre. Mais ça a été très à la mode en France des années 47 jusqu'au début des années 60. Puis c'est totalement mort. Enfin, il y restait quelques-uns, mais le livre du mois, des choses comme ça qui sont restées, mais tous ces book clubs ont eu une grande époque, un grand succès pendant, mettons, de 1947 à au début des années 60, près de 20 ans. Et en effet, c'était tout un réseau de diffusion du livre
qui correspondait à l'époque, à l'après-guerre, et qui a mobilisé beaucoup d'écrivains. Barthes a beaucoup écrit sur commande pour faire des préfaces dans ses livres des book clubs ou des articles dans les gazettes, le club du meilleur livre, le club français du livre, le club des libraires, et où faire des articles, chacun avait sa gazette, et Barthes a fait beaucoup d'articles qui étaient un peu alimentaires à l'époque. Et alors je cite l'exemple de ces articles sur Camus, puisque dans un des book clubs, qui était le club français du livre, on publie dans les années 50 L'étranger de Camus et La peste de Camus. Et Barthes fait des articles très sévères. Alors c'est assez paradoxal, puisque c'est dans la gazette du book club, où il traite l'étranger comme un peu comme une savonnette, comme un objet de consommation, comme un objet pour plaire. Et c'est dans la gazette du book club. Et c'est publié dans la gazette du book club pour le promouvoir. Donc il promeut la lecture de l'étranger en disant que c'est une savonnette. Et alors on voit là, c'est ce que j'appelle déshonorer le contrat. Il répond à la commande, mais il la pervertit. Et peut-être au fond que c'est une bonne publicité. C'est une bonne publicité qu'il fait de la sorte. Mais voilà, il y a ce côté, je dis que j'appelle ici pervers, au sens d'une perversité de Barthes, puisqu'il signe des commandes et puis qu'il s'agit toujours de les déshonorer, ou de les casser. Alors moi, je vous dis, ma tactique, c'est plutôt de ne jamais signer de contrat, d'écrire sans contrat. Alors le mot perversion est revenu plusieurs fois. C'est vrai qu'il pervertissait donc la commande. Alors il faisait même de la prostitution le modèle fantastique du bon contrat. Oui. En se référant à Sade, vous pouvez revenir un petit peu sur cette... Oui, alors, Barthes a beaucoup pensé au contrat, a beaucoup écrit sur le contrat. Bon, il a beaucoup parlé, par exemple, du contrat qui lie le professeur et l'élève, ou le professeur et l'étudiant. Il a beaucoup pensé au contrat qui lie, chez Sade, puisqu'on lisait beaucoup Sade dans les années 60, qui lie le bourreau et la victime dans le sadisme ou dans le sadomasochisme. Et pour lui, il y avait là un certain nombre de bons contrats, de bons modèles du contrat. Il parle aussi du contrat de la prostitution, qui lie... Alors voilà, ce sont des choses dont les temps ont changé. Nous n'avons plus la même morale. Lorsque Barthes parlait de la prostitution, c'était il y a déjà presque 50 ans. C'était dans les années 60. Je pense qu'on n'en parlerait plus tout à fait de la même façon aujourd'hui. Et même lorsque je parle de cet éloge de la perversion que fait Barthes et de l'écriture comme perversion, on aurait beaucoup de mal à le faire aujourd'hui. Je crois que le mot de perversion n'est même plus employé. En psychiatrie, on emploie le mot que j'ai découvert à l'automne seulement, c'est un mot français que je ne connaissais pas. On appelle ça les paraphilies. Le mot perversion n'est plus employé parce qu'il aurait, je ne sais pas, des connotations moralistes aujourd'hui. Donc les psychiatres ne l'emploient plus. Et ça nous montre que Barthes est tout de même marqué par cette époque qui n'est plus la nôtre. Mais ce qu'il veut vraiment dire lorsqu'il dit que l'écriture est perverse, c'est-à-dire qu'elle ne produit rien. Comme est perverse la sexualité qui ne vise pas la génération.
C'est dans ce sens-là. Alors vous voyez qu'on rejoint ce que j'évoquais tout à l'heure de la gratuité, que j'évoquais sur la gratuité, le pour rien. La lecture, l'écriture, la littérature en général, c'est de l'ordre du pour rien, c'est de l'ordre du pari, mais à mon sens, un pari qui paye toujours, qui rapporte toujours. Alors, comme vous le rappelez, il se plaignait beaucoup d'être accablé de demandes, et en même temps, c'est un aiguillon, comme vous dites, nécessaire, quelque part, pour avancer. Ce double discours sur la commande, est-ce que c'est pas le propre de tous les écrivains, de beaucoup d'écrivains? Alors, Barthes, je l'ai bien connu. J'ai fréquenté son séminaire, on a été assez amis, et en effet, c'était quelqu'un qui se plaignait toujours d'être accablé de demandes et de commandes. Et en même temps, ce que je constate, c'est que ces demandes et ces commandes lui étaient essentielles. Il ne pouvait travailler que sur commande, mais toujours en détournant les commandes. Alors ça m'amène évidemment à m'intéresser à la manière dont les uns et les autres nous travaillons. Je vous ai dit, moi, j'évite de signer des contrats. Mais je prends deux exemples qui sont un peu polaires pour les distinguer de Barthes. L'un, c'est Claude Lévi-Strauss. Claude Lévi-Strauss, des contemporains de Roland Barthes. Claude Lévi-Strauss est quelqu'un qui fixait son chemin depuis le début, toute sa carrière, il suit sa voie. Et il ne veut pas être détourné de sa voie. Donc voilà quelqu'un qui refuse toute commande. Et quand il revient en France, après avoir séjourné aux États-Unis durant la guerre, il dit « Ah, c'est terrible, en France, on vous demande des choses de tous les côtés. De droite et de gauche, on est tiraillé par les demandes et les commandes. » Donc, il refuse, par principe, les commandes pour suivre son chemin. En même temps, comme vous le savez, l'un de ses textes les plus célèbres s'appelle « Race et Histoire ». C'est une commande de l'UNESCO. Un texte encore plus célèbre s'appelle « Triste tropique ». C'est une commande de Mallory pour Terre humaine. Vous voyez comment tout ça est compliqué. L'homme qui suit son chemin d'un bout à l'autre, sans jamais se laisser détourner de sa voie, les deux textes qui sont peut-être les plus connus de Lévi-Strauss, ce sont des commandes. Race et Histoire et Triste tropique. Et l'autre exemple polaire que je choisis, c'est le grand historien Georges Duby. Georges Duby est un historien qui, quand il a écrit un livre autobiographique, commandé par Pierre Nora, qui s'appelle, je ne sais plus comment il s'appelle, ce livre, mais c'est dans ce que Pierre Nora appelait l'égo-histoire. Il avait demandé à un certain nombre d'historiens de faire leur propre histoire, raconter l'histoire de leur vie professionnelle. Et le livre de Georges Duby est extraordinaire, à mes yeux il est extraordinaire, parce qu'il raconte sa vie comme si c'était un conte de fées. À tout moment de sa vie, il y avait quelqu'un qui lui avait offert quelque chose, commandé quelque chose. Et il avait rebondi de commande en commande. Et il présente toutes ces commandes. Bon, vous vous souvenez des émissions de télévision sur le temps des cathédrales de Georges Duby. Il présente tout ça comme « et ensuite on m'a demandé ça, et ensuite on m'a demandé ça ». Et il rebondit de gros lot en gros lot de tombola,
comme s'il s'était toujours laissé faire par les commandes. Et en même temps, on se dit, quand on regarde l'œuvre de Duby, il suivait sa voie à travers toutes ces commandes. Vous voyez, Lévi-Strauss et Duby ont l'air d'être totalement aux antipodes dans leur stratégie. L'un qui suit son chemin tout droit, l'autre qui ne cesse de répondre à des commandes et à des demandes. Et puis, au bout du compte, tous les deux, ils sont dans la Pléiade. C'est les deux contemporains qui sont dans la Pléiade, avec Michel Foucault, le troisième. Et ils ont apparemment suivi des tactiques complètement opposées. Au bout du compte, ils se sont débrouillés. Lévi-Strauss parlait beaucoup du bricoleur. Nous bricolons tous. Lévi-Strauss opposait, opposition très célèbre, l'ingénieur et le bricoleur. L'ingénieur qui suit son chemin. Et le bricoleur qui vadrouille. Bon, moi qui suis un peu ingénieur, je sais qu'un ingénieur qui n'est pas aussi bricoleur, il n'ira pas très loin. Vous savez, c'est la grande opposition du hérisson et du renard, depuis le poète Archiloque, chez les Grecs. Le hérisson qui n'a qu'une seule idée, et le renard qui ne cesse de vadrouiller, de suivre une piste. Sur mon épée d'académicien, je n'ai mis qu'un symbole. C'est un hérisson. Mais, parce que je ne pouvais pas mettre les deux, mais les gens qui réussissent, ce sont les renards qui se font passer pour des hérissons. Je dirais même plus que les hérissons qui se font passer pour des renards. Les renards qui se font passer pour des hérissons. C'est ça, l'idéal. Lévi-Strauss, c'était un renard qui se faisait passer pour un hérisson. C'est ça qui l'a fait réussir si bien. Bon, j'espère avoir été un renard qui s'est fait passer pour un hérisson, mais je n'en suis pas sûr. En tout cas, vous le voyez, être un renard qui se fait passer pour un hérisson, c'est ça que donne la lecture. C'est cette qualité-là que donne la lecture. Quand Proust dit ces hommes occupés qui se rendent compte que leurs collègues ou leurs confrères qui ont réussi, c'est parce qu'ils avaient lu les livres. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé dans les livres? Comment vadrouiller? Comment vadrouiller? Comment saisir l'occasion? Voilà ce que donne la littérature dans la vie. C'est pour ça que je pense qu'il faut faire de la publicité pour la lecture dans les collèges et les lycées. C'est ça qu'il faut dire aux enfants. Au moment où ils arrêtent de lire, puisque les enfants, il n'y a jamais eu de littérature pour les enfants aussi belle qu'aujourd'hui. Mais c'est un peu plus tard qu'ils renoncent à la lecture. Et c'est là où il faut leur montrer le secret de ce que donne la lecture des livres. Bon, je crois que c'est une belle manière d'avoir terminé donc, cette conférence qui manque pas de piquant et de mordant, pour reprendre votre expression. Merci en tout cas d'avoir répondu aux questions. Et je vais maintenant passer la parole à Françoise Pentier. Merci beaucoup.